vigoureuse riposte contre des attaques terroristes de position de VDP, l'une à Lonkoso dans le sud-ouest et l'autre à Falangoutou dans le Sahel. L'ennemi a eu en face des troupes au sol et des vecteurs aériens qui n'ont pas manqué leur cible. Ils ont été traités avec succès. Et les résultats des victoires au front sont palpables. La vie reprend son cours normal dans plusieurs localités autrefois sous emprise terroristes. Dans le centre-nord, par exemple, des populations sont de retour chez elles, les services sociaux de base aussi. L'espoir d'un lendemain meilleur anime les populations. Et nous découvrons Bagré tout au long de la semaine. L'aventure commence ce soir par la carte postale de cette commune rurale du centre-est. Bagré est aussi la commune mère du pôle de croissance de Bagré. Nous irons à la rencontre des vaillantes et chaleureuses populations et des multiples potentialités de la commune. Et la Côte d'Ivoire ne jubile pas ce soir. Elle est au bord de l'élimination pour le premier tour de la CAN qu'elle accueille. Les éléphants ont sombré cet après-midi devant les Alangues nationales de la Guinée équatoriale sur un score de 4-0. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour cette édition unique de la soirée sur la RTB. Les dernières nouvelles du front nous amènent ce soir dans deux localités, la zone de l'Oropénie dans le sud-ouest et Falangoutou dans le Sahel. Dans ces deux zones, les terroristes ont choisi d'attaquer des positions de VDP. Comme vous allez le voir, la riposte a été de taille. Vecteurs aériens et troupes au sol ont travaillé en tandem pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Dans la nuit du 20 janvier, un groupe de criminels a attaqué la position de l'Ovayan VDP à Lokonso, dans la zone de l'Oropénie. Ils ont été copieusement matés et le ratissage au matin a permis de neutraliser dans les parages du village des rescapés blessés dans les combats de la nuit. Ils ont reçu du renfort le lendemain, puis dans la nuit du 21 janvier, nos vaillantes forces les observent en train de s'organiser pour aborder le village encore. Ils alertent automatiquement les combattants du ciel qui se portent volontiers pour prendre les choses en main. Une fois sur place, ils voient exactement les criminels en train de s'approcher dangereusement du village. Ils se repartissent en deux groupes qui vont s'installer sous deux grands arbres pour attendre probablement le petit matin pour attaquer et aussi peaufiner leur tactique. Ils sont soigneusement observés par les vecteurs, puis un groupe va se coucher tranquillement pour se reposer en attendant l'heure de l'attaque. Il n'y aura plus de réveil pour eux. Un missile va s'abattre sur eux violemment. Pendant ce temps, le deuxième groupe se croit à l'abri. Pour ces criminels, ils sont bien camouflés. Ils bougent doucement pour bien se camoufler au pied de l'arbre. Peine perdue. Ils sont détectés par les vecteurs. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés avec efficacité. Trois rescapés affolés vont sortir des flammes et vont s'effondrer plus loin. Leurs camarades et leur logistique vont brûler.
dans un feu ardent. Ce soir du 22 janvier vers 18h, les VDP de Walangutu ont vigoureusement riposté à une attaque de criminels armés contre leur position. Après leur débâcle et pendant leur repli, les VDP alertent les combattants du ciel qui vont vite se porter à leur hauteur. Ils constatent effectivement les criminels en fuite. La colonne est suivie de près. Plusieurs binômes à moto sont observés en train de converger sous deux arbres dans la zone de Haïni, à 13 km de Walangutu. D'autres criminels les y attendaient également pour le débriefing. Et il n'y aura pas le temps de débriefer ou se reposer comme ce criminel qui quitte le groupe pour s'étaler à côté. Un missile va fendre le ciel et les cramer sous leur bois. Ils vont brûler dans un feu ardent et explosif. Les opérations se poursuivent. Ces victoires contre l'ennemi sont source d'espoir pour les populations burkinabées. En tout cas, les résultats sont palpables à certains endroits. Dans le centre-nord, par exemple, des populations sont de retour chez elles. Elles ont été réinstallées et consolidées sur leurs terres. Nos reporters Gérard Sommet et Draman Guéné ont suivi au cours de la semaine l'escadron de sécurisation routière et d'intervention, une unité de la gendarmerie nationale qui a fait le constat des zones reconquises. Et nous précisons que les noms des localités sont tus à dessein. Immersion donc. Au cœur de la patrouille du Estri 1, dans le centre-nord, l'escadron de sécurisation routière et d'intervention. L'unité de la gendarmerie nationale organise une balade de santé dans une localité jadis sous contrôle terroriste à 45 km de Kaya. Sur l'axe, tous les villages sont de retour après un bref retrait. Les transporteurs reprennent leurs activités. En un peu plus d'une heure de route, nous y sommes. La ville renaît après une année sans vie. Le couronnement de la reconquête, c'était en mai dernier. Les combattants organisent le retour volontaire des populations déguerpies, le chef en tête. Nous étions là pour la première fois. Moi, j'ai quitté, tout le village a été vidé. Mais aujourd'hui, le village est plein. Nous sommes là, nous vivons. Même les services de service, la santé fonctionne toujours. La gendarmerie n'est plus là. L'élevage, l'environnement, monsieur le préfet, vétérinaire, sont pas là. Mais l'école, on a ouvert l'école maintenant. Même le CISI, ça fonctionne. Venus en plein début d'hivernage, les habitants reprennent les travaux champêtres. Les spéculations qui entravent la veille sécuritaire sont proscrites. Un détachement de VDP y est implanté pour la sécurité des personnes et des biens. Nous n'avons pas semé du mille. Selon les recommandations, nous avons semé la récise, haricots. S'il n'y a pas de VDP ici, ça ne va pas. Le détachement est là. Les VDP les appuient nuit et jour. Et nous vivons en paix. Sur les rives du barrage qui donne vie à la ville, les maraîchers sont en liesse. Très contents de reprendre les travaux sans coup de feu depuis plus d'un an.
Nous sommes là. Ils veillent de jour comme de nuit. Nous constatons le travail abattu par les FDS et VDP. La nuit, nous prions que Dieu les protège. L'exploitation reprend avec le retour des populations. Un périmètre entièrement exploité. De la tomate, du piment, de l'oignon et bien d'autres spéculations à perte de vue. C'est en mai que nous sommes retournés ici. C'est la moisson. Nous récoltons et vendons un peu partout. Moi, j'ai déjà récolté 100 sacs de choux, 30 sacs d'oignons, mais je n'ai pas encore fait la moitié. Cette ville est réinstallée et consolidée depuis mai dernier. La vie reprend de plus belle, les affaires aussi, surtout aux abords du barrage. La vie a donc repris son cours normal dans ces localités autrefois sous emprise terroriste. Le retour des populations est suivi par celui des services sociaux de base. L'école accueille à nouveau des élèves. Le dispensaire est fonctionnel et la mairie est de service. Le sourire est de retour parmi les populations. Gérard Somé et Draman Guéné. Après un an de vacances forcées, les pensionnaires de cette école à 45 km de Kaya retrouvent les classes. C'est la récréation. Face aux combattants, les enfants sont reconnaissants. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hein, c'est bon. Hein. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, allez-y dans vos classes. Pour cette année scolaire, toutes les classes sont rouvertes, les commodités avec. La cantine reprend également du service. Donc, le menu du jour, c'est du riz. C'est du riz gras. Voilà. Après la pause, les élèves regagnent les classes. Les deux classes de CP1 font plus de 200 élèves. Debout. Assis. Voilà, ici nous sommes dans la classe de CP1B. L'autre là c'était CP1A. Et ici nous avons un effectif de 102 élèves qui sont dans cette salle. Les manuels sont disponibles et tous les enseignants sont à leur poste. Les enfants reprennent les cours là où ils les avaient laissés. Oui. Justin. L'école prépare une soixantaine de candidats au certificat d'études primaires cette année. En chacun d'eux, vivre le patriotisme. Non loin de l'école, le centre de santé qui présente encore des stigmates des forces du mal. En 2022, l'attaque qui était de trop touche le dispensaire. Mais aujourd'hui, tous les services ont repris. Le dépôt pharmaceutique est approvisionné et renouvelé à bonne date. Un peu plus loin, la mairie. Pas besoin de voyager encore pour des documents de base. Le tribunal départemental est ici en pleine audience d'établissement d'actes de naissance.
La ville rompt avec son silence anxieux. La vie est de retour. À présent, ce communiqué qui nous vient de la direction de la communication de la présidence du Faso. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, présidera ce mardi 23 janvier 2024 la cérémonie officielle de lancement des activités de l'usine de traitement des résidus miniers dans la zone industrielle de Kosodo à Ouagadougou. La mise en service de cette usine reprend au choix stratégique du gouvernement de transition de renforcer la captation des ressources minières ainsi que de leurs résidus. L'essor de l'industrie extractive dans notre pays génère des tonnes de résidus dont le traitement n'était jusqu'alors pas pris en compte par la chaîne de valeur. Dans l'optique de combler ce vide et renforcer la plus-value de l'exploitation minière au service de la souveraineté économique du Burkina Faso, il est apparu nécessaire de trouver des voies et moyens endogènes pour récupérer entièrement les métaux contenus dans les résidus miniers de type charbon fin, scorie, cendre et concentré acidique. L'usine de traitement de résidus miniers s'inscrit dans la vision du président de la transition de conférer à notre pays une vraie souveraineté à partir de solutions endogènes. Et à l'occasion de cette cérémonie officielle de lancement des activités de l'usine de traitement des résidus miniers Golden End, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 23 janvier 2024 à 9h à la zone industrielle de Kosodo. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. Autre point, et nous découvrons cette plateforme numérique qui vient faciliter la vie des populations burkinabè. Eh bien, il s'agit de Emera, né du génie créateur d'un jeune burkinabè résidant à New York. Emera offre des biens et services dans les domaines de la santé, de l'éducation et du commerce. Elle a la particularité d'intégrer un système de paiement via des cartes. Alassane Kendrebego et Estelle Judith Assogba ont assisté au lancement suivant. Emera, une nouvelle application qui fait son apparition dans l'ère de la technologie. Elle propose des produits et services à travers 3 sous-applications dans 3 domaines précis: la santé, le commerce et l'éducation. Emera Care, Emera Pay et Emera School. Emera Care permet aux utilisateurs d'accéder aux services et produits de santé. Emera Pay, destiné à acheter les produits alimentaires, et Emera School donne accès à des cours et aux manuels éducatifs. On a un système vraiment simple qui a pour objectif de réunir dans chaque domaine le consommateur et les professionnels. Mais en plus de tout ça, nous avons mis en place un système de paiement avec nos cartes. Nous avons 3 cartes. Okay. Et on a une carte générale qu'on a sur Emera entièrement. Donc notre particularité de notre système est que nous avons des cartes personnalisables. Tout le monde n'a pas accès à une assurance maladie. Donc c'est une sorte d'épargne, comme on l'a dit, d'assurance maladie. Je peux ne rien avoir dans ma poche. Mais avec la carte Emera Care, je ne peux pas a priori avoir de problème de santé sans pouvoir me prendre en charge. Parce que l'argent que j'y mets, je ne peux l'utiliser que dans le domaine de la santé. Si je viens au niveau de Emera Pay, un exemple encore, je peux avoir tous les problèmes du monde, mais je ne peux plus avoir de problème pour m'alimenter. Parce que cela suppose aussi que j'ai pris une partie de mon salaire, j'ai mis dans cette carte. Son avantage, c'est quoi? Je ne peux pas retirer l'argent. Si j'ai mis 100 000, je ne peux utiliser les 100 000 là que pour payer des produits alimentaires. En disposant de la carte Emera Mère, l'utilisateur bénéficie automatiquement des 3 autres cartes Emera Care, Emera Pay et Emera School. Et à partir de sa carte mère, il peut alimenter les 3 autres cartes et le montant ne doit excéder 200 000 francs CFA par carte. La carte se présente sous 2 formes, le support physique et la version virtuelle. La carte physique est disponible à l'agence et coûte 2500 francs et la carte virtuelle est gratuite. L'application est disponible sur Google Play, App Store et Web. Le lycée mixte de Goungé est en plein dans les préparatifs de la célébration de son cinquantenaire. Les anciens et responsables du lycée comptent donner à l'événement une coloration particulière
tout en restant dans la sobriété. Une conférence de presse a donné le cadre pour dérouler le programme des activités. Nongba Koudaye et Mariama Tamboura pour le point. Un jubilé d'or dans la sobriété. Voilà comment les responsables du lycée mixte de Goungé et le bureau des anciens élèves annoncent les couleurs du cinquantenaire de l'établissement. Des réalisations pour la postérité sont en vue et le comité d'organisation le fait savoir à cette conférence de presse. Que tous ensemble, avec l'accompagnement des parents, des anciens élèves et des élèves présents actuels, nous sommes engagés à reprendre entièrement le mur, la clôture du lycée. Il y a certaines parties qui datent depuis 1972. Le lycée mixte de Goungé, au dire des anciens, a formé des élèves qui sont devenus de grands hommes dans tous les secteurs d'activité. Et il est prévu un cadre d'échange entre anciens et actuels élèves, question d'inspirer les plus jeunes. Dans tous les métiers, des gens vont venir exposer leur parcours et ce qu'ils ont pu tirer de leur éducation. Ceux qui ont fait la médecine seront là dans une salle pour donner l'information aux jeunes, comment on devient médecin, quels sont les avantages. Je suppose que je serai là pour parler de la sociologie et je suppose que certains autres seront là pour expliquer comment ils sont arrivés dans leur métier, mais grâce à ce lycée. Bien avant cet échange avec les journalistes, anciens et actuels élèves se sont retrouvés sur le terrain pour une séance d'aérobic et procéder également à la pose de la première pierre de la clôture du mur du lycée. Du côté de Kaya, dans le centre-nord, la toute première promotion de l'école privée de formation professionnelle agricole a effectué sa sortie de fin de cycle. Et ce sont 2 ans de formation en agriculture, élevage et pisciculture qui sont sanctionnés par des attestations. Les 18 impétrants ont reçu des kits d'installation. Suleiman Sawadgou et Jacques Ouedraogo. Ils sont 18 techniciens de l'agriculture à recevoir leur parchemin après 2 ans de formation ici à l'école privée de formation professionnelle agricole de Kaya. Ça a été une formation diversifiée. C'est en général l'agro-silvo-pastoral. C'est ce qui nous permettra vraiment de bien se mettre dans l'entrepreneuriat aussi. Ces nouvelles compétences mises sur le marché de l'emploi sont d'une importance capitale pour le département en charge de l'agriculture, surtout dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique à l'horizon 2025, lancé par le ministère de tutelle afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. Dans le cadre de cette offensive, il y a naturellement un certain nombre d'accompagnements en termes d'intrants, en termes d'équipements qui sont prévus, mais les ressources humaines constituent la première denrée dans la quête donc, de cette souveraineté alimentaire que les plus hautes autorités de notre pays se sont fixées en termes d'objectifs. Cette sortie officielle de la première promotion satisfait déjà les fondateurs de cette première école privée de formation professionnelle agricole dans la région du Centre-Nord. Ils ambitionnent transformer cette école en un institut de développement rural. Comme nous le disons, ce n'est qu'une étape, mais la fierté viendra aussi avec ce que nous allons en faire. C'est que ces étudiants vont en faire de la formation qu'ils ont reçue. La prochaine année, nous allons ouvrir la session pour les techniciens supérieurs d'agriculture et notre vision est de transformer l'école là en institut de développement rural. Ces 18 impétrants qui ont réalisé un taux de 100% aux examens nationaux reçoivent également des kits d'installation à l'occasion de cette cérémonie de sortie officielle afin de faciliter leur insertion professionnelle. Une semaine A dépose micro et caméra à Bagré cette fin du mois. Vous le savez sans doute, Bagré est l'une des communes rurales de la province du Boulgou dans le centre-est. Cette localité a tant de choses à montrer aux yeux du monde. Elle est d'ailleurs la commune mère du pôle de croissance de Bagré. Alors nous vous invitons ce soir à faire la part des choses entre Bagré et Bagré Pôle. Et c'est avec Salifou Bilem et Jérôme Tendalo. Bagré village, lieu d'habitation des tout premiers occupants de cette contrée vers les années 1900. À l'époque Bagayéré ou la tanière du lion en langue pissa, le colon transcrira Bagré, d'où l'appellation actuelle. À 5 km de là, Bagré Chantier, construit pour abriter les employés du chantier de construction du barrage de Bagré.
Entre les deux faubourgs, l'hôtel de ville, visiblement esselé. Mais rassurez-vous, il s'agit du Bagré de demain qui prend ainsi forme suivant le schéma directeur d'aménagement. Ces espaces vides sont destinés à abriter des administrations. Vous allez voir que juste devant la mairie, il y a un grand vide. C'est un espace réservé donc pour les services des impôts. Et derrière la mairie, il y a également un grand vide qui est réservé pour le commissariat de police. Et il y a d'autres services, voilà, il y a des centres de formation également. C'est le grand centre, voilà, d'où va partir donc le développement pour embraser donc, on va dire, toute la commune. La commune de Bagré fait partie des 13 communes de la province du Boulgou, à une cinquantaine de kilomètres de Tinkodougou, chef-lieu de la province et de la région du centre-est. 3 groupes majoritaires, les Bissa, les Mossé et les Peuls, et bien d'autres, comme les Goulmankeba, animent la vie sociale et économique. Une économie tirée des opportunités touristiques, hydro-agricoles, pastorales, commerciales. La commune de Bagré a une population d'environ 41 320 habitants. Elle couvre une superficie d'environ 430 km² et est limitée au nord par les communes de Garango et Tinkodougou, au sud par les communes donc de Zoncé, Bitou, à l'est par la commune de Bani, voilà, et à l'ouest par les communes de Gombouskou et Boussouma. Il faut dire que la commune de Bagré abrite le premier pôle de croissance dirigé par la société d'économie mixte Bagré Pôle. Et voici le siège du pôle de croissance de Bagré, au bord de la route régionale numéro 9, nouvellement bitumée, qui traverse la ville dans sa partie est. La mission assignée à Bagré Pôle, c'est d'édifier une économie à croissance forte, inclusive et durable. L'État lui assigne pour ce faire une double mission de service public et d'entreprise privée commerciale et y met les moyens. D'abord ce barrage de plus d'1 milliard de mètres cubes d'eau, poumon du pôle de croissance, une plaine aménagée sur 5000 hectares, un institut de formation en développement rural, une radio communautaire, le tout dans une zone déclarée d'utilité publique. La zone d'utilité publique couvre une superficie de 473 500 hectares et concerne principalement 2 régions. La région du centre-est avec les provinces du Kouritenga et du Boulgou qui sont impactées et la région du centre-sud qui a la province du Zonouégo qui est impactée. Alors nous avons une 3e région qui est la région du plateau central qui est impactée sur une petite partie, notamment dans le Ganzourgou, et qui fait justement partie de cette zone d'utilité publique. Elle couvre en tout 19 communes, y compris la commune de Bagré. 10 000 hectares supplémentaires vont bientôt être aménagés pour la production agricole. Cerise sur le gâteau, l'offensive agro-silvo-pastorale et halieutique du gouvernement burkinabé vient offrir également un cadre idéal de production aux agro-pasteurs. Bagré, une zone de production par excellence, accessible par 3 voies bitumées. Ouaga Koupela Tinkodougou Bagré, 240 km. Ouaga Garango Tinkodougou Bagré, 240 km également. Et Ouaga Manga Dindeogo Bagré, 185 km. Voilà la commune de Bagré que nous allons découvrir tout au long de la semaine. Et dans la suite de ce 20h, l'association Développement Jeunesse Orientation Volonté apporte une autre forme de soutien aux forces combattantes. L'association a organisé une collecte de sang au profit des FDS et VDP blessés sur le théâtre des opérations. La campagne s'est déroulée dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. Franck Ouedraogo et Sekou Zongo étaient témoins. L'association Jeunesse Développement Orientation Volontaire, JO Volontaire, mobilise les scolaires et les populations de l'arrondissement 12 de Ouagadougou autour des FDS et des VDP. Elle lance ici une collecte de sang en guise d'accompagnement des forces combattantes engagées sur les théâtres des opérations. Ce don de sang, c'est une reconnaissance à l'endroit des FDS et VDP. Donc ça vise à les encourager, à voir que la population est consciente
des actions qu'ils mènent sur le champ de bataille. C'est un message d'abord de félicitations pour ce qu'ils ont déjà fait, parce que c'est depuis 2021 qu'ils réalisent cette activité. Quand on réalise les activités de cette nature-là dans un établissement, il était de mon devoir de venir les accompagner. Kassoum Terry entend le message de l'association, il donne un peu de son liquide précieux. Par ce geste, ce quadragénaire veut susciter l'engouement autour de cette initiative. Je me suis en tout cas porté volontaire pour venir aussi donner mon sang pour les sauver aussi. Voilà. Et je lance aussi le message à d'autres aussi de courir aussi. Voilà, venir donner leur sang pour pouvoir quand même les sauver. Ma motivation à donner mon sang est parce que nos FDS, nos VDP qui sont blessés au front, en donnant mon sang, ça peut les sauver. Plus de 400 poches de sang sont attendues de cette journée de collecte, ici au lycée privé Intelligentsia de Ouagadougou. Créée en 2020, l'association Jeunesse Développement Orientation Volontaire est à son deuxième acte de ce genre. En littérature, un nouvel ouvrage fait son entrée. Gestion des archives et management des organisations, une œuvre de Souleymane Souaré qui lève un coin du voile sur la gestion des archives dans les administrations publiques et privées au Burkina. Daouda Ouattara et Benewende Frédéric Nintiama étaient présents à la dédicace. Gestion des archives et management des organisations, le premier bébé né de la plume de Souleymane Souaré. Dans cet ouvrage de 125 pages, l'auteur passe en revue les différents outils et techniques de gestion des archives au Burkina Faso. Une part contributive de l'auteur au rayonnement de l'univers archivistique burkinabé. L'originalité de l'ouvrage, c'est le lien effectivement qu'il établit entre donc, la gestion des archives et le management des organisations. Donc c'est ce lien-là qui est techniquement établi avec des cas précis rencontrés donc, dans la pratique donc, du management au niveau donc, de certaines organisations. Mais il y a aussi cette nouveauté-là, qu'il y a des exemples d'outils de gestion que nous proposons au niveau donc, de l'ouvrage, accompagné donc du processus ayant abouti à l'élaboration donc, de ces outils de gestion-là. L'ouvrage donne aussi des explications sur des concepts et notions en lien avec les archives, ainsi que le cadre juridique et institutionnel de leur gestion. Un livre au profit des gestionnaires des archives pour une gestion plus efficace des documents dans l'administration burkinabé. Gestion des archives et management des organisations, un document disponible à la librairie Mercury au prix unitaire de 6 000 francs CFA. En cinéma, un concours est lancé à l'intention des jeunes qui aspirent à faire carrière dans le domaine. La deuxième édition du concours meilleur scénario du court-métrage compte rassembler un nombre important de jeunes acteurs. Au devant de la scène, l'association Cinéma et Développement qui apporte sa touche dans la dynamisation du cinéma burkinabé. On en parle avec Siedi Lareyenne et Isia Kanana. Et c'est parti pour la deuxième édition du concours meilleur scénario court-métrage de l'association Cinéma et Développement ACD. Une édition 2024 avec pour objectif majeur un meilleur ancrage du court-métrage dans l'univers cinématographique burkinabé. Les films d'inspiration et d'innovation sont les principaux critères de sélection à cette deuxième édition. On attend de sélectionner encore peut-être deux scénarios qu'on va essayer de mettre en route pour probablement avoir des films pour le FESPACO. 2 courts-métrages encore pour le FESPACO. Lorsque les films sont sélectionnés, les scénarios sont sélectionnés, il y a un travail de réécriture en fait, que j'engage avec les bénéficiaires. Cette cérémonie de lancement consacre également la première en salle du film Le Botaniste, un court-métrage de Florian Zoundi, lauréate de la première édition. Un film sacré meilleur espoir burkinabé à la 28e édition du FESPACO et Grand Prix et boucle au Club Ivoire en 2023. Le Botaniste, c'est l'histoire d'un spécialiste de plantes tropicales qui va utiliser ces connaissances-là pour neutraliser 2 terroristes qui sont venus dans le but en fait de se soigner et pouvoir continuer à faire le mal. Les inscriptions au concours débutent ce 19 janvier et se poursuivent jusqu'au 30 mars 2024. Un projet qui offre une opportunité de découvrir et soutenir de nouveaux talents émergents. Cette deuxième édition sera également l'occasion
d'accroître la présence du cinéma burkinabé sur la scène africaine et mondiale, selon le promoteur. Et pour les échos de la CAN Côte d'Ivoire, eh bien, le pays organisateur est au bord de l'élimination. Les éléphants n'ont pas tenu face aux Alangues nationales de la Guinée équatoriale cet après-midi. Le score est on ne peut plus clair, 4-0, qui compromet les chances de la Côte d'Ivoire d'accéder au 8e de finale. Ce qui n'est pas le cas du Nigeria, qui a arraché son ticket pour le 8e en battant la Guinée-Bissau sur la plus petite des marques, 1-0. Le résumé des deux rencontres avec Mamadi Ouina. Après-midi de cauchemar en Côte d'Ivoire, les éléphants devaient gagner les Alangues nationales pour se qualifier en 8e de finale. À la place, c'est une déroute totale. Comme à son habitude dans cette compétition, la Côte d'Ivoire démarre fort, mais ne marque pas. La Guinée équatoriale prend confiance et sur son premier tir du match, les Alangues nationales marquent par Emilio Nsoué à la 42e minute. La Côte d'Ivoire réagit avant la mi-temps, mais le but de Ibrahim Sangaré est invalidé pour une position de hors-jeu. Même sort pour le but de Jean-Philippe Crasso à la 68e minute. Et puis, c'est le début de l'humiliation. Pablo Ganin, sur ce coup de pied arrêté, punit la Côte d'Ivoire à la 73e minute. Dans la foulée, Emilio Nsoué porte le score à 3-0 à la 75e minute. Yannick Bouila clôt le festival à la 84e minute. Dans l'autre match du groupe, le Nigeria s'est imposé sur le score d'1-0 devant l'autre Guinée du groupe, la Guinée-Bissau. Un but contre son camp de Opa Sagante. Sans être séduisant, les Sapeurs assurent la qualification et terminent deuxième du groupe avec 7 points derrière la surprise Guinée équatoriale, 7 points également, mais une meilleure différence de but. La Côte d'Ivoire, avec 3 points moins 3, sauf miracle, risque de quitter la compétition au stade des matchs de poule, comme en 1984. Mais à la différence de 84, elle peut toujours espérer une place de meilleur troisième. Et c'est demain mardi à Yamoussoukro que le Burkina Faso va livrer son 3e match de poule de la CAN. Et c'est avec l'Angola, un match pour la qualification au 8e de finale, mais surtout pour le leadership du groupe D. Hubert Velud a rencontré la presse pour livrer un seul message. Pas de calcul à faire, gagner pour rester à Boaké. C'est la mission des étalons. Konson Koulibaly, Hassan Gourabou et Salif Ouedrago pour les précisions. Hubert Velud relaxe et visiblement épanoui face à la presse. Accompagné de Sébastien Toukoula, le sélectionneur des étalons se veut confiant pour le rendez-vous du mardi. Face à l'Angola, Velud et ses hommes n'ont qu'un seul objectif en tête, le leadership du groupe D. 100% la recherche de la première place, on ne pense pas à autre chose. Parce que le groupe est ambitieux et puis bon, c'est dans notre mentalité d'aller de l'avant. Et avec beaucoup d'envie et de confiance, on a préparé ce match pour aller chercher notre victoire. Ça c'est facile à dire, mais bon. Car notre destin aujourd'hui est entre nos mains et une victoire nous assurer cette première place avec une qualification très importante pour nous, mais aussi pour le Burkina Faso. On a conscience aussi ce qui amène la première place, hein. C'est pour ça qu'on veut aller chercher cette victoire. Avec l'indisponibilité de certains joueurs cadres, c'est une équipe des étalons diminués qui va se présenter face aux Palancas Negras. Car cela ne tienne, Velud ne veut pas d'excuses, il va faire avec. Nous avons des blessés, mais dès le début, on a bien précisé, dit, insisté là-dessus, que c'est vraiment on compte sur tout le monde. C'est-à-dire que on est un vrai groupe, on a pris 27 joueurs, 4 gardiens. On a un groupe conséquent qui s'entend bien, qu'on connaît par cœur. Donc, non seulement par rapport au turnover naturel, qui fait que quand on a des blessés et quand on a des suspendus, il y a un turnover naturel, mais au-delà de ça, peut-être par prudence, on va compter sur certains joueurs, peut-être faire souffler certains joueurs en plus, c'est possible, et tout en gardant bien sûr l'ambition de gagner le match.
Buteur à chacun des 2 premiers matchs des étalons, Bertrand Traoré inspire le groupe, surtout les plus jeunes, qui espèrent le revoir en sauveur demain face à l'Angola. C'est un grand joueur et les grands joueurs attirent les buts, attirent les records. Donc chaque fois qu'il rentre, on a la chance qu'il puisse créer des occasions, qu'il puisse nous marquer des buts et nous aider. Donc je pense qu'il n'y a aucune précipitation à avoir. Le staff sait très bien ce qu'il fait. Et c'est beaucoup mieux d'avoir Bertrand au début peut-être une demi-heure que de le faire jouer les 90 minutes et qu'il puisse se reblesser. Donc voilà, je pense que les joueurs ont pleinement confiance en notre capitaine. Une confiance qui nous rend sur le terrain en nous faisant gagner. Le Burkina Faso et l'Angola s'affrontent pour la 2e fois en phase finale de CAN après 2012 où les Palancas Negras l'avaient emporté par 2-1. Ça, c'était en 2012. En 2024, une autre histoire peut s'écrire avec pour mot d'ordre gagner à Yamoussoukro pour rester à Bouaké. Et on apprend qu'à l'issue des 4 matchs du groupe A et B, le Burkina, actuellement 2e du groupe D, est assuré de disputer les 8e de finale, en attendant bien sûr d'aller chercher la première place du groupe demain donc face à l'Angola. Et nous souhaitons bonne chance aux étalons. Nous attendons la victoire demain contre l'Angola. Retour sur les dernières nouvelles du front. Les opérations se sont déroulées dans 2 localités, la zone de l'Orépénie dans le sud-ouest et Falangoutou dans le Sahel. Dans ces 2 zones, des terroristes ont choisi d'attaquer des positions de VDP. Comme vous allez le voir, la riposte a été de taille. Vecteurs aériens et troupes au sol ont travaillé en tandem pour mettre l'ennemi hors d'état de nuire. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Dans la nuit du 20 janvier, un groupe de criminels a attaqué la position de l'Oyen VDP à Lokonso, dans la zone de l'Europénie. Ils ont été copieusement matés et le ratissage au matin a permis de neutraliser dans les parages du village des rescapés blessés dans les combats de la nuit. Ils ont reçu du renfort le lendemain, puis dans la nuit du 21 janvier, nos vaillantes forces les observent en train de s'organiser pour aborder le village encore. Ils alertent automatiquement les combattants du ciel qui se portent volontiers pour prendre les choses en main. Une fois sur place, ils voient exactement les criminels en train de s'approcher dangereusement du village. Ils se repartissent en 2 groupes qui vont s'installer sous 2 grands arbres pour attendre probablement le petit matin pour attaquer et aussi peaufiner leur tactique. Ils sont soigneusement observés par les vecteurs, puis un groupe va se coucher tranquillement pour se reposer en attendant l'heure de l'attaque. Il n'y aura plus de réveil pour eux. Un missile va s'abattre sur eux violemment. Pendant ce temps, le 2e groupe se croit à l'abri. Pour ces criminels, ils sont bien camouflés. Ils bougent doucement pour bien se camoufler au pied de l'arbre. Peine perdue. Ils sont détectés par les vecteurs. Ils sont immédiatement verrouillés et frappés avec efficacité. Trois rescapés affolés vont sortir des flammes et vont s'effondrer plus loin. Leurs camarades et leur logistique vont brûler dans un feu
ardent. Ce soir du 22 janvier vers 18h, les VDP de Walangoto ont vigoureusement riposté à une attaque de criminels armés contre leur position. Après leur débâcle et pendant leur repli, les VDP alertent les combattants du ciel qui vont vite se porter à leur hauteur. Ils constatent effectivement les criminels en fuite. La colonne est suivie de près. Plusieurs binômes à moto sont observés en train de converger sous 2 arbres dans la zone de Haïni, à 13 km de Walangoto. D'autres criminels les y attendaient également pour le débriefing. Et il n'y aura pas le temps de débriefer ou se reposer comme ce criminel qui quitte le groupe pour s'étaler à côté. Un missile va fendre le ciel et les cramer sous leur bois. Ils vont brûler dans un feu ardent et explosif. Les opérations se poursuivent. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous tous qui avez été des nôtres. Je serai ravie de vous retrouver demain, s'il plaît à Dieu.